Maintenant, on va passer aux questions. Donc, je vais aller voir mes camarades et je vais profiter d'être animatrice parce qu'évidemment, il y a des questions qui ont fusé également dans ma tête pour lancer la première question. Comme ça, le temps que je fasse mon débat. Et j'ai une première question qui était liée plutôt à Monsieur Matatia, pour M. Matatia par rapport à l'hébergement soumis au contrôle préalable, par rapport à la modération. Ça m'a fait penser, si un chef d'établissement met à disposition un hébergement, donc paye un site internet, héberge le site internet d'un lycée qui désigne une équipe de lycéens, enfin qui désigne une équipe de lycéens, il met à disposition cet hébergement du site internet à une équipe de lycéens, il ne modère pas, il refuse de modérer ce site et laisse un directeur de publication lycéen avec une équipe lycéenne, est-ce qu'on se retrouverait pas dans la même situation que propose le texte dérogatoire, qui n'est qu'un contrôle a posteriori au moment où on reçoit les informations? Est-ce que finalement, ne pas mettre de modération sur un site que le chef d'établissement paierait, enfin du coup l'éducation nationale hébergerait, permettrait finalement aux lycéens d'exercer une totale liberté de leur droit de publication? Bon, mais cadeau. Alors oui, il faut analyser les implications de cette situation. Du coup, l'éducation nationale ou l'établissement, d'ailleurs, il faudra voir lequel des deux se retrouverait en situation d'hébergeur. Alors du coup, en cas de... Mais vous avez cité le fait qu'il y aura un directeur de la publication, donc c'est un peu... Là, dans ma tête, c'est un peu contradictoire. Les deux, soit les directeurs de la publication, et dans ce cas-là, du coup, il reprend toutes les responsabilités, soit l'hébergeur, parce que l'hébergeur a aussi un responsable. Donc j'ai du mal à voir dans ce cas de figure lequel serait responsable, le chef d'établissement en tant que responsable de l'hébergeur ou le directeur de la publication en tant que directeur éditorial. Du coup, je retourne la question, est-ce qu'il y a une responsabilité du chef d'établissement en tant qu'hébergeur? Si oui, dans quelle mesure? Et est-ce que si l'hébergeur est supplété automatiquement au directeur de publication? Parce que du coup, dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique, on distingue deux positions. Alors ça vient encore se surrajouter comme catégorie à tout ce qu'on vient de voir. On distingue les deux catégories d'hébergeurs et d'éditeurs. Et dans ce cas-là, ce qu'on appelle éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, ou plutôt ce que la jurisprudence a dégagé comme notion d'éditeur, parce que c'est même pas écrit clairement comme ça, c'est que justement celui qui a le contrôle éditorial du contenu, du coup, est l'éditeur, et donc lui, il récupère toutes les responsabilités qui vont avec. D'accord. Donc la question est, ce chef d'établissement, est-ce qu'il va être éditeur, c'est-à-dire qu'il va quand même conserver un certain degré de contrôle, ou est-ce que vraiment il donne les clés du site et il ne fait que payer le site aux élèves, et il leur donne le contrôle, la liberté totale de faire ce qu'ils veulent dessus? Il va falloir voir exactement, finement, comment les choses vont s'articuler. Mais si on fait le parallèle avec la circulaire dérogatoire, les journalistes jeunes ont la totale liberté d'écrire leur journal final, donc ils assument la direction de publication, et ensuite le chef d'établissement, lui, n'a qu'un contrôle a posteriori pour voir s'il y a un délit de traitement. Moi, c'est plutôt ce parallèle-là que je vois avec la possibilité que le chef d'établissement soit l'hébergeur. Alors comme ça, donc un peu sans avoir approfondi l'étude, mais je dirais que la situation est un peu similaire, mais avec quand même une différence. La différence, c'est que dans la situation actuelle, le chef d'établissement limite quand même les risques, puisque la diffusion reste interne à l'établissement. Tandis que si vous faites un site web, là, il prend beaucoup plus de risques, ça devient vraiment public. Donc lui, sa propre responsabilité, du coup, devient plus grande. Mais si, enfin vous expliquez, moi c'est par rapport au système de modération, vous expliquez que si on ne met pas de modération, on peut du coup, a posteriori, sur signalisation, enlever un article, ou du moins du coup créer un débat, alors que si on met une modération a priori, on en est d'autant plus responsable qu'on a décidé de modérer. Je me disais qu'on pourrait imaginer que le chef d'établissement décide de ne pas modérer pour attendre un retour a posteriori. Si il se trouve que dans sa modération, enfin, que même dans sa modération a posteriori, si il est jugé trop lent, il n'a pas le temps, il a autre chose à faire, et du coup il modère mal a posteriori, du coup sa responsabilité sera beaucoup plus grande. Il y a en réalité trois types de responsabilités qu'il faut distinguer. Il y a la responsabilité de l'hébergeur, qui sera, dans le cas d'espèce, le directeur d'établissement, mais d'un point de vue plus général, qui sera YouTube ou Facebook, c'est-à-dire la personne qui met à la disposition un espace de disque dur librement ouvert au public. La responsabilité
de ce qu'on appelle de l'éditeur de services électroniques, c'est-à-dire la responsabilité de la personne qui met en ligne les propos. Très concrètement, s'il y a un contentieux, le juge demandera qui a accès aux codes qui permettent de mettre en ligne les articles. Est-ce que c'est le directeur de la publication? Si c'est le cas, est-ce que c'est le directeur d'établissement, pardon? Si c'est le cas, c'est lui qui est responsable des propos qui sont tenus. Est-ce que c'est l'élève? Dans ce cas, c'est l'élève qui est responsable des propos qui sont tenus. Est-ce que j'ai les codes ou pas les codes pour mettre directement en ligne? Troisième responsabilité, si sur le blog ou cet espace mis à la disposition, il y a un sous-espace pour les commentaires du public, etc. Et dans ce cas-là, s'il y a un système de modération de ces commentaires, ce sera l'éditeur, c'est-à-dire la personne qui a les codes, qui sera responsable des propos qu'il n'aura pas modérés. S'il n'y a pas de système de modération, ce sera la personne qui a posté les commentaires qui sera responsable des propos modérés. On a un système qui est assez contre-intuitif, où finalement, moins on prend de responsabilité, moins on en a. Voilà. Donc on a tout intérêt à laisser au maximum les choses sans contrôle, de manière à ne pas engager sa responsabilité. Le directeur d'établissement aura intérêt à mettre simplement l'espace disque à la disposition des élèves en laissant les codes ouverts, en disant « débrouillez-vous avec les codes, moi je ne veux pas voir ce que vous publiez, sinon je serai l'éditeur du contenu ». L'éditeur du contenu, c'est-à-dire l'élève qui utilise les codes pour mettre en ligne, dira soit, si j'ouvre un espace de discussion aux utilisateurs, il ne faut pas que je prévoie de modération, parce que si je prévois une modération et que je ne l'exerce pas, je suis responsable des propos. Donc on a trois systèmes de responsabilité qui sont différents, avec des sous-systèmes, c'est-à-dire que l'hébergeur sera malgré tout responsable si l'éditeur publie quelque chose qui est manifestement illégal. Il va mettre le dernier Star Wars en ligne sur l'espace de l'école, et dans ce cas-là, s'il ne retire pas promptement le film, c'est lui qui est responsable. Voilà, donc il y a des systèmes de réaction, etc. Mais sinon, la règle qui est assez contre-intuitive, c'est moins j'endosse de responsabilité, moins j'en supporterai les conséquences dans la réalité. Moi, j'ai juste un petit conseil. Bon, je gère un site évidemment, et j'en visite pas mal pour mon activité. Évitons d'ouvrir des forums et des commentaires. Ce ne sont que des torrents de boue qui se projettent en général. Il est vraiment très rare sur certains sites spécialisés d'avoir des réflexions intelligentes. Sinon, c'est généralement une horreur. Alors, comme vous l'avez remarqué, on est un petit peu en retard. Du coup, je grignote sur la pause, puisque je pense que puisqu'on a quelques questions et je pense que ça peut être plus intéressant, enfin j'espère, que d'aller boire un café. J'ai une question très précise. Y a-t-il beaucoup de condamnations de lycéens ou de mineurs sur les publications numériques ou pas? Alors, excusez-moi, j'ai mal lu la question. Y a-t-il beaucoup de condamnations de lycéens ou de mineurs ou de jeunes majeurs dans le cas de publications numériques ou non? Alors, moi, j'ai d'abord regardé les jurisprudences sur les journaux lycéens classiques, papier, distribués dans un journal. J'en ai pas trouvé. Donc, il doit en exister, mais pas suffisamment, enfin, trop anecdotique pour qu'elles soient publiées d'une manière générale. Et j'ai pas trouvé, moi, de jurisprudence de condamnation, de diffamation, etc. pour un journal classique, papier, lycéen. Les poursuites et les condamnations de jeunes majeurs ou de mineurs pour des propos tenus sur Twitter, Facebook, etc., c'est quotidien. C'est absolument quotidien, ça arrive tous les jours. Ça a bouleversé les contentieux du droit de la presse sur ces questions-là, et c'est très fréquent. Les condamnations, les premières condamnations sont en général symboliques. La première fois, si les faits ne sont pas trop graves, ce sera de simples rappels à la loi auprès d'un procureur ou d'un juge pour enfants, suivant l'âge de l'enfant. Si ce sont des faits plus graves, des imputations diffamatoires, des atteintes à la vie privée, etc., ça peut être des condamnations à des peines d'amende avec sursis. Si c'est des faits d'apologie de terrorisme, etc., ce sera des peines de prison avec sursis. Alors, c'est évidemment beaucoup moins fréquent, mais des poursuites et des condamnations de mineurs pour des propos tenus sur Facebook ou sur Twitter, etc., c'est quotidien.
le seuil de à partir de 13 ans, on peut aller en prison. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu si les majeurs et les mineurs encourent les mêmes risques face au délit de presse Bon, les mineurs de 13 ans à 16 ans sont susceptibles d'être placés en détention provisoire, voire d'être condamnés à une peine pour des crimes ou des délits punis de plus de 7 ans de prison, si mes souvenirs sont bons. Enfin, j'ai ça dans l'ordonnance ici. Ils peuvent aussi être placés dans mis sous contrôle judiciaire ou en cas de condamnation avec sursis probatoire, être placés dans ce qu'on appelle un centre éducatif fermé pour des peines à partir de 5 ans d'emprisonnement. Donc ça, c'est les peines telles qu'elles sont prévues dans le code pénal, sachant que l'excuse de minorité fait toujours diminuer la sanction pénale de moitié, sauf exception, mais enfin bon là, c'est pour les 16-18. Les 16-18 évidemment sont susceptibles d'être détenus même pour des même en détention provisoire dès lors que ça dépasse 1 an de prison, si je ne me trompe, et ils peuvent aussi être condamnés à des peines de prison ou évidemment aussi à être en sursis probatoire dans des centres éducatifs fermés. Il m'étonnerait que dans le cadre de délits de presse simples, sauf les apologies au terrorisme, évidemment, vu l'ambiance actuelle, n'importe quelle bêtise qu'on peut tenir, quel propos idiot. J'avais fait un éditorial d'ailleurs il y a 1 an, au mois de janvier, c'était le droit de l'enfant d'être con. Parce que des gamins de 8 ans qui avaient dit hey, « moi je suis pas Charlie, il s'est bien fait pour leur gueule hein ». Ils s'étaient retrouvés devant le menotté, emmenés au palais de justice, juge des enfants, tout le toin, pour une connerie, quoi. Et les profs, ils sont là pour quoi, alors? Sinon pour entourer, pour dire qu'est-ce que t'as raconté, écoute, je vais te montrer ce qui s'est passé, quoi. Non, enfin bon, des trucs incroyables. Donc il y a ça, cette excuse de minorité, elle est essentielle. Et il m'étonnerait que dans le cadre de délits de presse, sauf le cadre de l'apologie du terrorisme, évidemment, le recours à la reproduction d'images pédopornographiques, peut-être, de grands adolescents, tout ça, il m'étonnerait qu'il y ait eu des peines de privation de liberté prononcées à l'égard des enfants. Mais par contre, il peut y avoir des peines d'amende. Hein. Le fait de ne pas avoir déclaré une revue au parquet, c'est une infraction de 5e classe, ça veut dire c'est 7 500 € d'amende si je me trompe, divisé par 2, ça fait déjà quelque chose. Et évidemment, les amendes, c'est généralement les parents qui les payent. Voilà. J'ai quelques autres questions sur les portées des lois et le poids. Il y a une question qui est quel est le poids, quelle portée juridique d'une circulaire par rapport à une loi? Peut-il y avoir une contradiction l'une envers l'autre? Et ça va aussi avec la dernière question qui vient d'être donnée, c'est au vu de la hiérarchie des normes, si on se limite à une modification de la circulaire attribuant des droits dérogatoires, nous ne risquons pas de modifier, d'être en contradiction avec la loi de 1881. Oui, mais bon, il y a déjà, au niveau de la presse lycéenne, hein, moi je me réfère à l'article du Code de l'éducation, l'article L comme loi, 511-2, dans les collèges et les lycées, les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. Ce qui est écrit après dans les décrets et dans les circulaires doit être lu avec toute circonspection. Une circulaire, c'est l'interprétation de la loi par l'administration. Elle peut aider le responsable administratif, l'autorité administrative, elle peut aider aussi le juge à lire la loi, proposer une interprétation. Mais le nombre de circulaires qui ont été annulées, c'est incommensurable. Hein.
il y en a dans la liste des décisions administratives. Il y en a pas mal, ou même et même quand une disposition d'une circulaire est favorable à l'administré, j'en connais, les tribunaux peuvent aller dire ben non, oui, ben ok, le ministre il dit ce qu'il veut, moi pour moi la loi elle est comme ça. Donc la circulaire a une valeur indicative, tandis que le décret ou l'arrêté, ils ont une valeur réglementaire, pour autant qu'ils respectent la loi, qui elle-même doit respecter la Constitution, qui elle-même doit respecter les conventions internationales, etc. Là, j'ai quelques questions plus techniques, notamment sur la partie numérique. Vaut-il mieux modérer le site ou signaler au fur et à mesure j'imagine, les articles qui peuvent poser problème? Lequel serait lequel serait le mieux de manière pénale, civile et légale? Se prémunir, j'imagine, de tout délit de presse, de manière légale, celui qui trouve un contenu qui est illicite, il doit le signaler. D'ailleurs, justement, le site doit avoir un bouton permettant de signaler les contenus illicites. Ça fait partie aussi des obligations pour les hébergeurs. Et donc, l'internaute qui trouve quelque chose le signale, il appuie sur le petit bouton, qui parfois est pas facile à trouver, même s'il est censé être sur le site. Vous allez sur certains justement réseaux sociaux, pour trouver le petit bouton, c'est pas toujours évident. Et du coup, à partir du moment où il a appuyé, l'hébergeur est censé retirer cela promptement, si c'est manifestement illicite. Donc il y a déjà cette notion d'interpréter le manifestement. Alors quand c'est manifestement, vous avez cité des cas de pédopornographie ou des cas d'un film où manifestement il vient de sortir, donc il y a atteinte au droit d'auteur, donc là c'est manifestement illicite. Donc le délai de réaction du coup est censé être prompt. D'accord. C'est pas défini prompt. Non, c'est pas défini. Alors la promptitude, elle dépend des cas. Ça va dépendre si c'est tenu par un professionnel ou par un amateur. Il y a des cas de jurisprudence justement où la cour a jugé que quelqu'un qui va regarder qui tient un particulier qui tient un blog, il y a des commentaires dessus, il fait le ménage toutes les semaines. Bon bah on va pas lui reprocher de ne faire le ménage que toutes les semaines parce que c'est pas son boulot. Tout dépend. Si vous êtes un professionnel, par contre, vous êtes un grand quotidien national, vous avez votre blog. Là, je suppose que si vous mettez une semaine à regarder les signalements, ça va être plus difficilement acceptable. Qu'est-ce qu'il y a comme horreur en matière de discrimination et appel à la haine sur les blogs de la presse nationale? J'ai bien remarqué. On voulait vous demander aussi, enfin, elle a été posée dans le cas d'une émission en ligne, web radio, web télé. Je dirais même que pour les journaux, ce que nous on appelle la presse écrite en ligne, quand on met des supports multimédia, le directeur de publication peut être poursuivi si la vidéo ou l'extrait sonore est rediffusé. Qu'est-ce que vous voulez dire rediffuser? Ça a été retiré et c'est remis? Si c'est remis, ça refait une nouvelle infraction dans ce cas-là. Je cherche la personne qui a écrit. Pouvez-vous spécifier rediffuser? Mais ce n'est plus du direct. Oui, ça est du direct la première fois, mais si c'est maintenu sur le site après coup, ça n'est plus du direct. Et alors, quelqu'un a posé une question sur les newsletters. Un micro, pardon. Excusez-moi. Une question sur les newsletters diffusés dans un groupe fermé avec des inscriptions préalables pour les recevoir. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont catégories privées ou publiques en termes de diffusion? Alors, il y a pas mal de jurisprudence sur cette question-là. Ça dépend s'il y a un véritable contrôle des inscriptions sur la newsletter. Si n'importe qui peut s'inscrire sans qu'il y ait un contrôle sur est-ce que je suis membre d'une association, est-ce que je partage un intérêt commun avec les autres membres, s'il y a un contrôle, ce sera considéré comme un cercle privé et donc ce seront des infractions de presse
privée. Si j'accepte tout le monde sans vérifier si de près ou de loin ils sont effectivement membres du club, membres du lycée, etc., ce sera considéré comme un cercle public avec simplement une préinscription, et ce seront donc des diffamations, des infractions de presse publiques. On a un autre exemple qui est assez proche, c'est lorsque j'ai fait une diffusion sur Facebook restreint à mes amis. C'est a priori une diffusion privée, puisque c'est auprès de mes cercles d'amis. Si je suis une personnalité publique qui accepte n'importe qui comme ami, et je me retrouve avec 18 000 amis, même si la diffusion se fait toujours auprès de mes amis, ce sera considéré comme une diffamation publique. On a de la jurisprudence sur ce point, et notamment des constats d'huissier, où l'huissier tente de demander comme ami telle ou telle personnalité. Si automatiquement cette personnalité accepte tous ses amis, on considère qu'on n'est pas dans un cercle restreint de personnes qui partagent un intérêt commun, mais dans un cadre public. Donc il faut à chaque fois regarder au cas par cas s'il y a vraiment un cercle restreint de personnes qui partagent un intérêt commun ou non. J'ai une autre question très pratico-pratique. On se disait qu'en faisant l'abaissement de l'âge de publication, on imaginait changer la loi de 1881. On se demandait pour les publications numériques si du coup il fallait changer la loi dont vous avez parlé sur votre PowerPoint, Monsieur Matatia, du 30 septembre 1986. Enfin, est-ce que si on change 1881, ça aura un impact direct sur 1986, ou il faut changer les deux? On a vu que les deux parlaient du directeur de la publication dans les mêmes termes, donc il faut conserver le parallélisme. Ça a été fait pour. Mais assez souvent, quand vous changez la loi, il faut répercuter les changements dans tous les textes qui y sont liés. D'accord. Ça, c'est du travail de légistique. La question, elle est plutôt politique. Est-ce que politiquement on prend la décision ou pas? Ensuite, savoir comment on répercute ça dans tous les textes qui concernent, c'est un peu de l'administratif. Et ensuite, j'avais deux questions, mais vu qu'on vient de perdre un intervenant, je vais me dépêcher. Il y a quelqu'un qui reposait la question par rapport aux mineurs, est-ce qu'ils étaient bien responsables, quelle était la place par rapport aux mineurs et à la place des parents, si les parents étaient bien responsables des délits de presse, notamment de la diffamation et autres faits par les enfants, par leurs enfants, mais chez nous les jeunes et pour d'autres les élèves. Alors les enfants qui commettent des délits de presse sont seuls responsables pénalement des conséquences de leurs délits. C'est-à-dire qu'a priori, ce sont eux seuls qui sont responsables du paiement des amendes qui sont prononcées et des éventuelles, très théoriques, peines de prison qui seraient prononcées. Les parents ne sont pas responsables. En revanche, les parents sont responsables des conséquences financières dommageables des délits de presse, c'est-à-dire les dommages et intérêts qui seront alloués à la victime d'un délit de presse. Il faut savoir que, en général, les juridictions répressives sont assez peu sévères sur le montant des amendes qui peuvent être prononcées, sauf cas exceptionnel. Ça ne va jamais dépasser les 2, 3 ou 4 000 euros. En revanche, ils vous apprécieront à leur juste valeur les conséquences financières pour la victime. Et là, on peut arriver sur des dommages et intérêts beaucoup plus élevés. Donc l'enjeu en termes financiers et en termes de responsabilité des parents, ce sera sur les conséquences financières de la responsabilité civile plus que sur le paiement des amendes. Et là, on sera sur des montants qui peuvent être beaucoup plus importants en fonction de l'audience, de la gravité des propos, etc. etc. Et c'est la dernière question, et je suis vraiment désolée pour l'autre table ronde, on a commencé à grignoter un peu sur leur temps. Est-ce qu'il est possible simplement je vais faire comme la télévision, en une phrase s'il vous plaît, de nous dire quel est l'avantage ou l'intérêt supplémentaire pour les mineurs avec l'abaissement à la 16 ans du droit de publication par rapport à ce qui existe déjà? Juste ça. Alors, l'avantage pour les mineurs d'avoir un abaissement de l'âge de la publication, c'est de pouvoir être plus jeunes, être maîtres de leur journal, et non pas de soumettre le contenu du journal à un directeur de la publication majeur, qu'il faut trouver, qui n'est pas forcément simple à trouver, au sein d'un établissement de lycée. Donc, ça leur permet de garantir la maîtrise du contenu d'un journal. Si ce journal doit être systématiquement sous la responsabilité d'un directeur de la publication majeur, et ben ce directeur de la publication aura le droit, comme il endosse la responsabilité, aura le droit
et la maîtrise, enfin le droit de supprimer ou non des articles, il aura la maîtrise concrète du contenu du journal. Donc l'intérêt d'ABC, c'est de permettre à des mineurs d'être maîtres du journal qu'ils veulent éditer. Eh bien, Monsieur Ronget, vous faites bien de revenir parce que c'est le moment où je vous remercie d'être venu ce matin pour la table ronde, ainsi qu'à Monsieur Prigent et Monsieur Matatia. Je vous propose des applaudissements. Voilà. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre de notes, on est en train de prendre des notes, on fait un Storify, on fait plein de choses, donc on pourra vous donner le contenu de ce qui a été dit aussi par écrit